À 3h47, alors que le docteur Rakesh Patel m'enfermait dans le laboratoire, il emmenait mon grand-père inconscient pour le tuer. J'ai crié jusqu'à ce que ma voix se brise. J'ai frappé la porte jusqu'à ce que ma clavicule se fracture. Mais rien n'y fit. 15 minutes plus tard, dans le désespoir, j'ai bu 2 tubes de sang des extérieurs et j'ai avalé la graine de mon grand-père. La graine qui était censée le transformer en monstre. La graine qui me donnait des pouvoirs surhumains. Et tout a commencé quand j'ai vu mon grand-père transporter un cadavre dans la forêt. Mon grand-père avait tué 87 monstres en 32 ans. Et maintenant, je comprenais que c'était à mon tour de devenir chasseur. Je m'appelle Julien Moreau. J'ai 28 ans. Ma famille est morte dans un accident de voiture il y a 1 mois en revenant du cinéma. Je vis à 2 États de distance, mais comme je suis enfant unique et leurs plus proches parents, ils m'ont appelé. Les heures suivantes se sont passées dans le voyage, les larmes et le choc. Quand je suis arrivé à l'hôpital, mon grand-père était là. J'ai été surpris de voir à quel point il était encore un homme imposant, même en tant qu'adulte. Quand il m'a enveloppé dans son étreinte silencieuse, je me suis accroché à lui et j'ai pleuré pendant plusieurs minutes. Nous avons organisé les funérailles ensemble et nous sommes convenus de revenir quelques semaines plus tard pour trier toutes leurs affaires. Il avait déjà clairement déclaré qu'il voulait que tout me revienne, qu'il y ait un testament ou non. Les funérailles se sont bien passées, aussi bien que ce genre de choses peut se passer. Après les funérailles, je suis retourné à ma propre vie. La semaine dernière, mon grand-père a appelé. Nous nous sommes mis d'accord pour nous retrouver à la maison familiale ce week-end et commencer à trier les affaires. Je suis arrivé à la maison familiale dimanche matin. Les 2 derniers jours avaient été très tristes, mais aussi très agréables. Mon grand-père était exactement comme je me souvenais de lui. Un homme sérieux et gentil qui aimait parler et raconter des histoires. Il voulait savoir des choses sur mon travail, si j'avais une petite amie, si j'aimais l'endroit où je vivais. Il a raconté ses jours dans l'armée, le temps qu'il a passé comme médecin puis comme chirurgien. Je savais qu'il avait été un chirurgien assez célèbre autrefois, mais cette célébrité s'était largement arrêtée après la mort de sa femme. Il avait encore son petit cabinet et publiait parfois des articles académiques, mais il avait économisé la majeure partie de l'argent de sa courte carrière chirurgicale, donc il était assez à l'aise financièrement. Le 2e soir, nous avons commencé à parler plus confortablement l'un avec l'autre. C'est alors que mon grand-père a commencé à parler de sa femme. Même maintenant, environ 30 ans après sa mort, il était clair à quel point il l'aimait et la manquait encore. Des histoires drôles, des récits montrant à quel point elle était intelligente ou bonne, des petites phrases qu'elle avait l'habitude de dire. C'était émotionnel mais tellement sincère que je n'étais pas mal à l'aise. Voir à quel point il l'aimait m'a fait les aimer tous les 2 encore plus. Je venais à peine de terminer cette pensée que son expression s'est soudainement assombrie. Comme un navire entrant dans des tempêtes soudaines, il a commencé à parler de comment elle lui avait été enlevée, comment cet homme, cette chose l'avait tué. J'écoutais juste, mais je me demandais intérieurement d'où cela venait. Pour autant que je sache, ma grand-mère avait été tuée par un conducteur ivre. Aussi horrible que ce soit, il donnait l'impression que c'était autre chose. L'impression qu'elle avait été tuée intentionnellement. Tout était assez énigmatique, mais il semblait quand même avoir dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Il avait l'air embarrassé et s'est excusé d'avoir divagué. Il s'était déjà levé et regardait sa montre. Je dois y aller. Il devait aller en ville pour régler quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais il me rendrait visite à nouveau le matin. J'ai trouvé cela très étrange pour plusieurs raisons. D'abord, nous étions déjà allés en ville plus tôt dans la journée. Deuxièmement, il était environ 22 heures et il n'y avait pas beaucoup d'endroits ouverts dans la ville la plus proche, à part la station-service ou le bar. Pourtant, c'était un homme adulte et mon aîné.
Où il allait ou ce qu'il faisait ne me regardait pas. Peut-être voulait-il juste s'éloigner et être seul après avoir tant parlé de sa femme. Je lui ai dit bonne nuit et il est parti. 1 minute plus tard, j'ai entendu son énorme SUV rugir en s'éloignant. Je suis allé me coucher, mais même si j'étais fatigué, j'avais du mal à dormir. Mon lit était à côté de la fenêtre à l'étage. Alors de temps en temps, je regardais ma tête par la vitre vers l'extérieur. La lune n'était pas pleine, mais elle était encore assez brillante pour illuminer les pelouses et les arbres. C'était beau. J'ai pris ma tablette et commencé à lire un article et je m'endormais sans m'en rendre compte. Je ne suis pas sûr si c'était le rugissement du moteur ou un sentiment intérieur que quelque chose avait changé, mais je me suis réveillé plus tard et j'ai regardé à nouveau par la fenêtre. J'ai vu mon grand-père debout à l'arrière de son SUV, regardant autour de lui pendant quelques secondes, puis il a ouvert le haillon. Au début, à cause de ma position, je ne pouvais rien voir, mais quand il a tendu la main et a commencé à tirer cette chose, j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. C'était un cadavre. De plus, c'était une femme. Il a jeté le corps sur son épaule et a commencé à le porter vers les arbres. Je sais qu'il faisait noir et qu'il y avait environ 50 mètres de distance, mais je pouvais tout voir très clairement. Et avec les bras et la tête qui pendaient, il était également clair que la femme était soit profondément inconsciente, soit morte. J'ai senti la panique monter dans ma poitrine. Je ne savais pas quoi faire. Devrais-je appeler la police? Et si je me trompais? Peut-être qu'il essayait de l'aider? Mais s'il essayait de l'aider, ne l'emmènerait-il pas à l'hôpital ou au moins ne la ferait-il pas entrer au lieu de la porter dans la forêt? C'était étrange. Alors je n'ai rien fait. Je suis resté assis près de la fenêtre, regardant dehors pendant quelques minutes. Puis, alors que j'étais sur le point d'abandonner, il est réapparu dans mon champ de vision. Il sortait d'entre les arbres et ses mains étaient vides. En s'approchant de la voiture, il a secoué la tête en fermant le haillon du SUV. Puis, il a regardé directement là où je me tenais à la fenêtre. Il n'y avait aucun doute qu'il m'avait vu. Il a levé la main pour confirmer et a fait un petit signe. Ressentant une étrange honte et horreur, j'ai répondu. Le lendemain matin, j'ai passé les dernières heures à décider quoi faire ou dire. J'entends et je sens l'odeur du petit déjeuner qu'il prépare. Il viendra bientôt frapper à ma porte. J'aime mon grand-père. Mais je ne lui fais plus confiance. Je me suis habillé, j'ai mis les clés et le portefeuille dans une poche, le petit couteau pliant dans l'autre. Puis je suis descendu. Quand je suis entré dans la cuisine, il était encore à la cuisinière. Malgré ma peur, je pouvais sentir mon estomac gargouiller face à l'odeur des œufs, du bacon et du café. Il s'est retourné et a salué de la tête. « Bonjour, j'allais venir te chercher dans quelques minutes. J'espère que tu as faim. » « Pas vraiment. » Mon estomac était bizarre ce matin. Ai-je menti? Je me suis assis sur la chaise où je pouvais lui faire face et atteindre rapidement la porte. Il a hoché la tête. « Eh bien, si tu te sens mieux dans un moment, ce sera là qui t'attend. » Il a mis la poêle à œufs sur la cuisinière éteinte et s'est tourné vers moi avec une expression légèrement inquiète. « J'espère que tu ne tombes pas malade. » J'ai secoué la tête, pensant à différents mensonges et excuses. Finalement, j'ai décidé que c'était la meilleure occasion possible d'aborder le sujet. J'étais un peu inquiet depuis la nuit dernière. Je t'ai vu quand tu es revenu. J'ai tout vu. Pas seulement quand tu es revenu de la forêt. J'ai vu la femme que tu transportais. L'expression de mon grand-père n'a pas changé au début. Mais après avoir éteint la cuisinière et s'être assis en face de moi, j'ai vu quelque chose comme un mélange d'inquiétude et de tristesse sur son visage. J'avais probablement pensé que tu m'avais vu. Je ne voulais pas te faire peur en m'approchant de toi à ce sujet. Et pour être honnête, j'espérais que tu avais manqué la première partie. Il s'est frotté la bouche.
Je n'aurais pas voulu que tu l'apprennes de cette façon. Peux-tu expliquer? Ma voix tremblait. Je peux, mais tout ce que je vais te dire semblera très étrange au début. Tout ce que je demande, c'est que tu écoutes tout, et à la fin, si tu veux appeler la police ou partir, je ne t'en empêcherai pas. J'ai réfléchi un moment. D'un côté, je pouvais courir et appeler la police. D'un autre côté, je pouvais l'écouter. Je veux te croire, mais je veux d'abord que tu t'attaches à cette chaise avec du ruban adhésif. Je ne peux pas prendre le risque que ce soit un piège, ai-je dit lentement. Je pouvais voir de la blessure dans ses yeux, mais il a hoché la tête. Sage. Je suis fier que tu y aies pensé. Va chercher le ruban. Quelques minutes plus tard, il était fermement attaché à la chaise. Je me suis assis en face de lui, mes mains commençant à transpirer. D'accord, je suis prêt à tout écouter. Mon grand-père a regardé au loin un moment, puis a concentré ses yeux bleus foncés sur moi. Ta mère t'a-t-elle dit que ma femme était morte dans un accident de voiture à cause d'un conducteur ivre? J'ai hoché la tête pour dire oui. Une partie de cette histoire n'est pas vraie. Ce jour-là, j'avais travaillé pendant des heures sur un patient qui avait reçu une blessure par balle dans un accident de chasse. Ta grand-mère m'apportait le dîner, raconta-t-il. Une colère sombre a brillé sur son visage. Elle n'a pas été tuée par un conducteur ivre. Elle a été enlevée alors qu'elle sortait de sa voiture à l'hôpital. Battue et déchirée en morceaux, ce qui restait de son corps a été trouvé dans un champ à 15 kilomètres de là. Sa voix s'est étranglée. Au début, je ne savais même rien. L'administrateur a trouvé le plat couvert qu'elle avait apporté dans le parking, tombé et cassé. Il a étendu ses mains sur la table. Longs doigts, stable malgré son âge. Ta grand-mère était une femme prudente et intelligente. Personne ne pouvait facilement la surprendre. La police a d'abord dit que c'était juste un malentendu. Puis, le lendemain, ils ont trouvé son corps. Il s'est arrêté, des larmes commençant à se former au coin de ses yeux. J'ai fait l'erreur d'aller sur les lieux. Un bras et une jambe avaient été complètement arrachés. Elle ne ressemblait plus à un humain, continua-t-il. Il s'est essuyé les yeux. Je ne me souviens de rien des jours suivant l'incident. Quand je suis finalement revenu à moi, j'étais assis à la maison, pensant au suicide. Mais je devais découvrir qui avait causé cet accident et lui demander des comptes. J'ai mis de côté mes idées de pilules et de cordes. J'ai pris une douche, je me suis rasé et je suis allé au poste de police. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à les harceler. Ils avaient se prélevé un échantillon de tissu sous ses ongles et l'avaient envoyé pour un test ADN. C'était 1986 et les tests ADN étaient tout neufs. J'ai dû intenter une action en justice pour récupérer l'échantillon. Je l'ai envoyé à mon ami de la faculté de médecine, Daniel Leclerc, qui travaillait dans l'un des plus grands laboratoires d'ADN du pays. La partie facile était d'obtenir des échantillons appropriés des suspects. Puisque l'incident s'est produit à l'hôpital, les suspects devaient être du personnel de l'hôpital. La politique de l'hôpital exigeait que tout le personnel médical passe des tests sanguins tous les 6 mois. J'en ai pris à chacun et les ai envoyés à Leclerc. 5 semaines plus tard, il a appelé. L'échantillon de tissu que tu as envoyé correspond à l'échantillon numéro 17. L'échantillon numéro 17 appartenait à Marcus Duval. Il était chirurgien orthopédiste à l'hôpital. Un homme d'âge moyen qui racontait toujours des blagues. Je ne le connaissais pas bien, mais je m'étais toujours bien entendu avec lui. Pourquoi aurait-il fait une telle chose? Me suis-je demandé. C'est alors que j'ai commencé à examiner Marcus Duval, expliqua-t-il. Il a raconté comment il l'avait suivi pendant des semaines. Il avait acheté de vieilles voitures, il avait appris à crocheter les serrures, il avait suivi Marcus partout. Un soir, il est allé au travail, mais je savais qu'il n'avait pas de service. Je l'ai suivi. Il est entré dans sa maison et j'ai attendu.
Après qu'il soit entré, j'ai crocheté la serrure arrière. La maison était vide. Pas de meubles. Rien. Rien sauf une pièce avec un matelas et un miroir au sol. Dans le miroir, il y avait une photo de Marcus, 10 ans plus jeune et 25 kilos plus léger, avec une femme sur la plage. Il avait l'air vraiment heureux. Puis, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, raconta mon grand-père. Mon grand-père a raconté comment il s'était caché dans le placard, comment Marcus était entré, avait changé de vêtements, puis s'était tenu devant le miroir pendant quelques minutes. Il pratiquait son sourire, il regardait la photo, puis lui-même, encore et encore. Il essayait de copier l'expression. Grotesque. C'était comme regarder quelqu'un apprendre à être humain. 2 jours plus tard, une jeune fille a disparu, à environ 300 kilomètres de là. La nuit où j'étais dans la maison de Marcus, 2 semaines plus tard, elle a été retrouvée, déchirée en morceaux. Exactement comme Catherine, dit-il. Mon grand-père s'est arrêté, me regardant. C'est alors que j'ai compris. Marcus Duval n'était pas humain, ou du moins, il n'était plus entièrement humain. Quelque chose l'avait pris. Et cette chose tuait d'autres personnes. J'ai décidé que je devais l'arrêter. À tout prix, continua-t-il. Mon grand-père a continué son histoire, sa voix devenant de plus en plus effrayante au fur et à mesure qu'il progressait. 6 jours après avoir vu Marcus pratiquer son sourire, je l'ai suivi jusqu'à un chantier de construction à Atlanta. À 16 heures, il a terminé son travail et je l'ai suivi jusqu'à la maison de sa famille en banlieue. La 3e nuit, il a quitté la maison et est retourné en ville. Il est allé directement sur le chantier de construction à nouveau. Il m'a fallu quelques minutes pour le trouver dans l'obscurité. Il regardait l'un des murs à l'intérieur du chantier, raconta-t-il. Mon grand-père s'est arrêté un instant. Puis il a changé. Là où se tenait Marcus Duval, il y avait une créature beaucoup plus petite, environ 60 cm de haut, corps en forme de tonneau avec 2 bras et jambes, tous recouverts de quelque chose qui ressemblait à de la mousse bleuâtre plutôt qu'à de la fourrure. La chose a sauté 3 mètres en l'air et s'est accrochée au mur. Elle a commencé à lécher le béton avec sa longue langue noire. Chaque coup laissait une trace de bave gris-bleu qui se mélangeait rapidement au béton. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait, mais je savais que ce n'était pas une bonne chose. Cela a duré environ 2 heures. Elle se déplaçait d'un endroit à un autre tout autour de la coquille extérieure. Quand la créature a terminé, elle est descendue au sol et, tout aussi rapidement, l'homme était de nouveau là, entièrement vêtu. Aucun signe qu'il s'était transformé en monstre, continua-t-il. J'ai essayé de l'arrêter en sortant. J'avais une matraque télescopique et je l'ai abattu vers l'arrière de sa tête. Mais au dernier moment, il s'est retourné et l'a repoussé avec son épaule. J'ai sorti mon taser, mais il n'avait pas de charge. Même s'il était complètement chargé quand je suis sorti de la voiture. L'homme s'est soudainement transformé en créature. Sans hésitation, elle a sauté sur moi et m'a cloué au sol. J'ai réussi à enfoncer la matraque dans sa bouche qui dégoulinait de salive. J'avais l'impression que je retardais ma mort plus que je ne l'empêchais. Puis j'ai remarqué qu'elle s'était arrêtée. Elle a tiré la tête brusquement en arrière. De la fumée grise sortait des coins de sa bouche. Je pouvais voir le bec jaune-brun s'assombrir légèrement là où la fumée le touchait. Elle m'évaluait. Elle regardait la matraque dans ma main, puis moi. Elle en avait peur. Plus peur de moi. Soudain, elle a sauté dans les ombres. J'ai entendu un bruit de grattement derrière moi. Je me suis retourné avec un coup aveugle et j'ai réussi à l'attraper avant qu'elle ne m'atteigne. La matraque l'a frappée sur le côté et a fait des dégâts considérables, enfonçant une partie de son torse vers l'intérieur. Elle a immédiatement commencé à ramper et à essayer de rouler, mais cette fois j'étais plus rapide. Je me suis mis à genoux
et je l'ai frappée encore et encore avec l'arme, jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle était morte. J'ai découvert plus tard que j'avais survécu par pure chance. Certaines de ces choses sont très faibles contre le fer. Surnaturel. Si la matraque avait été en acier, je serais mort cette nuit-là, raconta mon grand-père. Mon grand-père a fait une pause, m'observant attentivement. Julien, ce que je t'ai montré cette nuit-là, c'est que ces choses, je les appelle les extérieurs, ne se transforment pas vraiment. Ils changent de place. L'humain et le monstre existent tous deux au même endroit en même temps. La graine sert de portail. Un instant, c'est la personne. L'instant suivant, c'est le monstre. Ou plutôt, les deux sont des monstres, juste avec des forces et des faiblesses différentes. Quand j'ai installé ce laboratoire, j'ai redoublé d'efforts pour en apprendre davantage. Cette pièce a un système de filtration très sûr qui y entre. Je peux vérifier s'il y a de l'air et pomper du gaz pour sédater ou tuer si nécessaire, expliqua-t-il. Il s'est penché en avant. La meilleure et la plus propre façon de tuer un extérieur est de détruire la graine. Elles se trouvent toutes juste en dessous de l'hippocampe gauche pendant qu'elles sont vivantes et peu de temps après leur mort. Si tu perces le côté gauche du crâne, juste devant l'oreille et à mi-hauteur, tu touches généralement la graine. Une perceuse moyennement puissante fonctionne très bien. Quand le forêt frappe la graine, elle se brise. Ensuite, une chose sérieuse se produit. Puis le corps disparaît simplement. Quand il part, tout part. Le corps, les vêtements qu'il portait, tout ce qui est non organique, sur ou en lui, continua-t-il. J'ai essayé de tout comprendre. Alors la femme de la nuit dernière n'existe plus, littéralement inexistante. Après avoir tué Marcus cette première nuit sur le chantier de construction, j'ai avalé environ 1 litre de son sang. Je n'y ai pas pensé à ce moment-là, mais c'est la meilleure explication que j'ai pour ce qui s'est passé ensuite. Pendant environ 2 mois, je n'ai lu aucun meurtre étrange. Puis un jour, en marchant dans le couloir de l'hôpital, j'ai rencontré un vieil homme. Il m'a poliment salué de la tête. Après m'être un peu éloigné de lui, j'ai ressenti une nausée dans mon estomac. Je pensais juste que j'étais malade, mais quelques minutes plus tard, je me sentais à nouveau bien. Je l'ai testé plusieurs fois. M'approcher, m'éloigner. Quand je me suis approché à environ 1,5 mètre de lui, j'ai de nouveau fait face à la nausée. Quelque chose dans le sang de Marcus était resté avec moi. Je ressens ce même sentiment familier d'inconfort chaque fois que je m'approche de l'un de ses extérieurs, raconta-t-il. Il m'a regardé de manière significative. Cela a été un grand avantage dans mon travail. Je peux détecter ces choses avant qu'elles ne me remarquent. Depuis lors, j'ai continué à faire ce travail. Cela fait 32 ans avec cette année. J'en ai tué 87. Le nombre m'a coupé le souffle. 87? Oui. La femme de la nuit dernière était la 87e personne. Après avoir attendu un moment, mon grand-père a pris une profonde inspiration. Il y a environ 3 mois, j'ai commencé à faire des rêves étranges. Puis, il y a quelques jours, j'ai remarqué que j'avais des pensées bizarres. Tu dois comprendre, malgré mes erreurs, j'ai vraiment essayé de rester responsable. Je me suis entraîné à être hyper vigilant contre les signes de problème depuis que j'ai pris la graine, expliqua-t-il. Il s'est arrêté, laissant ses mots s'installer. Attends, tu as une graine? Oui, dans ma tête depuis des années. Mon estomac s'est retourné. Comment? Pourquoi? Je pense qu'ils m'ont ciblé il y a longtemps, mais le sang de Marcus m'a changé de façon permanente. Il m'a donné la capacité de détecter les extérieurs. Et je pense qu'il m'a aussi donné un certain niveau de protection contre la graine. Cela a fonctionné pendant des années. La graine était là, mais elle ne me contrôlait pas. En fait, au contraire, elle me donnait du pouvoir. Mais maintenant, les choses changent. Les rêves, les pensées qui ne sont pas les miennes. Je ne peux pas continuer comme ça.
C'est trop risqué, dit-il. Il s'est arrêté, m'a regardé et a continué. J'ai un ami, un médecin, pas vraiment chirurgien, mais je lui ai appris la procédure pour retirer la graine. Dans 4 jours, il va la retirer, mais il y a plusieurs résultats possibles. 1. Il retire la graine avec des dégâts cérébraux minimaux et je vis. 2. Il retire la graine intacte, mais cause des dégâts cérébraux importants. 3. Il brise la graine pendant le retrait et je meurs. 4. La graine réagit au retrait et me tue. Et il y a d'autres possibilités. Mon ami médecin pourrait aussi essayer de me tuer pendant que je suis sous anesthésie, expliqua-t-il. Il s'est un peu penché en avant. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, Julien. Si quelque chose tourne mal pendant la procédure, si mon ami essaie de me trahir ou si la graine commence à me prendre, tu dois être préparé, prêt à tuer mon ami, prêt à me tuer. Tu as 4 jours pour décider si tu peux vivre avec ça. Les 4 jours suivants ont été comme un ouragan. Mon grand-père a montré son laboratoire, un entrepôt reconverti appelé Jagger Solutions Inc. Il y avait un grand bunker sous le niveau principal, le laboratoire, des espaces de vie et un coffre-fort de banque converti en salle d'opération. Le 4e soir, j'ai conduit 2 heures pour récupérer le docteur Rakesh Patel dans un parking de grand magasin. Un petit homme indien se tenant près de sa voiture avec un sac de sport. Nous avons conduit en silence. Quand nous sommes arrivés, mon grand-père attendait. Après l'avoir salué et remercié, mon grand-père a emmené Patel dans l'espace souterrain. Patel a regardé autour de lui avec admiration, puis nous a regardés en souriant. Il a dit qu'il était prêt à commencer. En moins d'1 heure, mon grand-père était dans le coffre-fort, sous anesthésie, attaché à la même table métallique où de nombreux extérieurs avaient été allongés. Je me tenais à la porte du sas d'air ouvert, l'arme dans l'étui prête. Patel avait vu l'arme et je n'avais pas tenté de la cacher. Mon grand-père m'a fait signe de m'approcher alors qu'il s'endormait. Il a attrapé mon bras et a regardé dans mes yeux. « Souviens-toi de tout ce dont nous avons parlé. Je t'aime et je suis très fier de toi. » J'ai vu des larmes se former au coin de ses yeux. Il y a aussi une lettre pour toi sur mon bureau dans le laboratoire. Lis-la quand ce sera fini. Quel que soit le résultat, dit-il en finissant ces derniers mots. La procédure elle-même a duré moins d'1 heure. Patel a travaillé avec calme et précision, utilisant l'endoscope que mon grand-père avait montré. J'ai localisé l'emplacement, chuchota Patel. Quelques minutes plus tard, il a retiré la tige d'extraction. La petite pince métallique à l'extrémité tenait quelque chose de petit et noir. « C'est bon? C'est bon? » ai-je demandé avec curiosité. Patel m'a parlé sans se retourner. « Très puissant. Je pense que c'est bien passé. Génial. Merci beaucoup de nous avoir aidés. » J'ai eu l'impression de voir Patel sursauter, mais il a continué à travailler régulièrement. Quelques minutes plus tard, il avait terminé et se lavait. Quand il a eu fini, il s'est approché de moi avec le petit plateau en plastique. La graine était dedans. Je pense qu'il voudrait que tu la conserves dans le laboratoire. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Mon grand-père m'avait dit auparavant qu'il fallait conserver la graine dans le congélateur sécurisé, dans un état insoluble. Je suis sorti du coffre-fort et je suis allé à la porte du laboratoire, Patel me suivant par derrière. C'est alors que je l'ai senti. Patel avait tiré l'arme de mon étui à la ceinture en me poussant vers l'avant de son autre main. J'ai trébuché. Ma première pensée de panique était de ne pas laisser tomber la graine. Elle a roulé dangereusement vers le bord du plateau, mais n'est pas tombée. Puis j'ai réalisé ce qui venait de se passer et je me suis retourné. Patel verrouillait la porte, son visage triste. J'ai juré et j'ai posé le plateau doucement, puis j'ai couru vers la porte. Elle était conçue pour être verrouillée de l'extérieur. J'ai frappé la porte avec mon poing et j'ai crié, mais en vain.
J'ai donné des coups de pied dans la porte encore et encore, jusqu'à ce que je sente ma clavicule se briser. Je suis tombé vaincu au pied de la porte et je savais qu'au moins 15 minutes s'étaient écoulées. Patel pouvait déjà facilement le tuer. J'avais échoué dans la seule chose que mon grand-père m'avait demandé. Puis, je me suis souvenu du sang des extérieurs dans le réfrigérateur. Mon grand-père avait dit que le sang de Marcus lui avait donné ses capacités. Il n'y avait aucune garantie que cela fonctionnerait pour moi, mais c'était ma seule chance. J'ai couru vers le réfrigérateur, j'ai trouvé les 2 flacons de sang les plus récents, datés d'il y a 3 mois. J'ai ouvert le premier et je l'ai bu aussi vite que possible. J'ai immédiatement commencé à tousser. Je me suis frappé la jambe en luttant contre l'envie de vomir et j'ai ouvert le 2e flacon. Je l'ai bu jusqu'à ce qu'il soit fini. Mon estomac a commencé à me faire très mal. Je me suis contracté 1 fois, 2 fois, puis la douleur a soudainement disparu. Première partie terminée. En utilisant le comptoir pour me déplacer, j'ai pris le plateau en plastique. J'ai fermé les yeux et j'ai avalé la graine. Je l'ai avalée rapidement comme la pilule la plus amère du monde. 1 minute plus tard, sans changement, j'ai lentement marché vers la porte. Puis, j'ai entendu un petit clic. Pas de la porte. Ma clavicule se ressoudait. En quelques secondes, la douleur dans mon épaule était complètement partie. Et quand j'ai frappé la porte à nouveau avec mon poing, je pouvais immédiatement sentir le changement. Mes bras étaient plus forts, plus solides. Après 3 coups de pied, la porte était tombée et j'étais dehors. Mon grand-père n'était nulle part dans le coffre-fort. J'ai couru en haut. Patel cherchait les clés sur le comptoir. Quand il a entendu que je m'approchais, il s'est retourné, les yeux grands ouverts. « Toi, recule !» Je l'ai attrapé par la gorge, le projetant sur la table. Plus de bêtises. Où était mon grand-père? Il a essayé de secouer la tête pour dire non et j'ai serré fort. Dans le camion. Sédaté mais vivant. S'il te plaît, laisse-moi partir. J'ai une famille. Je suis désolé. Mais si je te laisse en vie, soit tu viens après nous, soit tu parles à la police. Ai-je dit, et j'ai fait à mon grand-père ce qu'il aurait fait. J'ai bu son sang. 3 heures plus tard, j'étais dans la chambre d'hôpital de mon grand-père. Ses yeux se sont ouverts. « Qui es-tu? » Un instant, j'ai cru qu'il était sérieux, mais ensuite il riait. « Désolé, je n'ai pas pu résister. Vieux salaud, il est devenu sérieux. »« Tu vas bien? Qu'est-il arrivé à Patel? » Il a fait de mauvais choix. Mais c'est réglé. J'ai tout réglé. Il a examiné mon visage. « Je ne veux pas que tu t'occupes de ça. » J'ai secoué la tête. « C'est mon choix. Je veux t'aider. Ensemble, nous pouvons faire plus. Et aucun de nous deux n'aura à être seul. » Il a lentement hoché la tête en signe d'approbation, se raclant la gorge. « Ça a l'air bien.